Donc je poursuis mon entretien avec Monsieur Sorel. Alors, donc finalement, c'est vrai que ce qui m'intéresse un petit peu aussi, c'est l'histoire de toutes ces éditions dont vous êtes un peu l'héritier, Oui. parce que les nouvelles éditions latines, elles ont quand même une histoire très très intéressante. Ah oui, elle date mon père a commencé l'édition en 1928. Oui. Donc les historiens sont intéressés par votre témoignage. Ils sont connus Ouais. notamment par la publication de Mein Kampf, par Ah exemple. oui, Enfin, mais ça c'était un épisode, je veux dire, de sa vie entre les deux guerres, hein, je veux Oui. dire, où on publiait beaucoup de livres politiques, polémistes, etc., parce que tout le débat d'idées se déroulait soit dans la presse, soit dans les livres, puisque la radio était presque Voilà, on retombe inexistante. dans le problème de différents Voilà. médias qui Et se... donc, Oui. c'était le papier et l'écriture qui étaient privilégiés. Oui. Et donc, il y avait énormément de publications. Et tout ça, toutes ces publications ont changé de lecteurs au fur et à mesure des années, parce que les gens ont eu ensuite des nouvelles et des informations par la radio, puis ensuite par la télévision, et donc ensuite les gens se sont consacrés aux livres, mais pour des ouvrages de recherche ou bien pour des romans, pour de la littérature pure, et donc l'édition a beaucoup changé. Alors vous êtes donc sur la place de Paris, vous êtes un des grands éditeurs dans le domaine du bien-être et de l'ésotérisme Avec la Nord, oui, avec les éditions non, La Nord. non, mais je veux dire qu'il y a d'autres, il y a Il pas, y en a d'autres, non, bien enfin, il n'y en a sûr, pas beaucoup plus, énormément. Il n'y en a pas beaucoup plus énormément. importants, mais enfin bref, il y en a d'autres, Parce que, mais de Mais toute façon, qu'est-ce qui fait votre spécificité, si on peut dire, par rapport à d'autres concurrents, si on peut... simplement parce que, si vous voulez, on a plus le temps de choisir nos textes et nos auteurs, et puis qu'on va chercher dans l'ensemble bien-être, santé, développement personnel et spiritualité, une gamme d'auteurs qui sont bien dans leur domaine. Et donc, je sais que bon, on trouve un public qui s'intéresse à notre production. Voilà. Est-ce que vous êtes véritablement la cheville ouvrière de cette Non. structure? Ah, des éditions La Nord? Oui. Oui, bien sûr, mais je ne suis Vous pas avez le seul. oui. Non, non, je suis aidé par Alice Machado, et donc nous regardons et nous confions ou bien nous interrogeons des auteurs ou des gens extérieurs à la maison sur tel ou tel sujet, bien sûr. C'est toujours comme ça quand on procède. Est-ce que les traductions jouent un rôle important dans votre travail? Non. Vous n'êtes pas, On n'achète parce que pas, vous savez, c'est on vraiment, achète très peu de c'est traductions. une maladie, hein, ça. Oui. Tous ces éditeurs qui publient que des traductions. Oui, oui. Non, c'est pas notre. J'ai l'impression que c'est pas votre c'est truc. pas nous. Hein. C'est ça. On a quelques traductions, mais Voilà. pas trop. Non. Oui. On a des traductions qu'on a, comment dire, héritées de Vive et Soleil, parce Oui. qu'on a re-signé des contrats. Oui. Mais sinon, non, on en a fait quelques-unes, mais pas trop. Non, non, parce pas que c'est aussi un débouché qui est très important. Hein. Il y a des éditeurs qui vont systématiquement publier des ouvrages qui ont déjà marché à l'étranger. Voilà, exactement. Et qui disent on va les retraduire. Voilà. Alors, est-ce que les gens vont faire la même approche parce qu'il a fonctionné à l'étranger, oui. il doit fonctionner en France? Ça arrive. En tout cas, c'est dommage parce que ça ne fait pas travailler les auteurs sur place, les locaux. Oui, c'est vrai. Et puis, ce qui est, comment dire, ce qui est valable à New York n'est pas forcément valable à Paris. Oui, enfin, et puis il y a aussi les gens qui achètent les livres et qui ne les lisent pas. Alors il y a aussi ça, mais je fais partie de ça, où j'achète un livre, et puis j'en ai 6-7 qui sont dans un coin et que j'ai pas encore, et j'attends un moment propice pour commencer à faire baisser cette pile de livres que j'ai acheté. Oui. Je fais ça. Il y a beaucoup de gens qui sont, comment dire, très fanats de la lecture papier, qui ont toujours des livres en réserve. Oui, un programme de lecture. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Ça existe. Et donc, qu'est-ce que ça apporte d'être sur un salon, par exemple? Ça vous donne du relationnel. Du relationnel, parce que j'ai l'impression que les éditeurs sont de plus en plus présents. Parfois, dans les salons, il y a le quart des exposants qui sont des éditeurs. C'est extraordinaire. Hein. Ah, pas trop quand même. Dans les salons, dans les salons bien-être, par exemple, nous, on peut être 4 ou 5. Dans les grands salons bien-être, oui. On peut être 4 ou 5 éditeurs, oui. C'est sûr. Mais pas tellement plus.
mais pas tellement plus. Ouais. Mais il y a beaucoup de... Vous en faites beaucoup de salons dans l'année, monsieur 7, Lanard? 8, 9, Oui. quelquefois, oui. Voilà, pas plus. Voilà. Oui. C'est déjà ça. Mais ça nous permet de distribuer des catalogues, de montrer qu'on existe, Oui. voilà. Voilà. C'est utile. Oui, bien sûr, parce que des gens nous demandent un catalogue sur le stand, et voilà, c'est de la pure communication. Voilà. Et ça permet aussi de faire connaître les auteurs. Exactement. Si vous voulez faire Oui, des signatures. oui, il y a des auteurs. Certains salons, on prend il y a des auteurs qui viennent faire des conférences, quand Oui, il y a des salles de c'est vrai conférences. aussi. Oui. Donc ça, oui, on s'attache à faire ce genre de choses, oui, bien sûr. Alors que donc finalement pour revenir alors quelles sont les il y a des collections que vous avez créées, des collections pouvez-vous nous présenter vos principales collections ou est-ce que ça fonctionne pas par collection? Pas trop par collection, non, c'est pas forcément. On peut avoir des ouvrages, comment dire, euh, sur la santé, ou bien des ouvrages de spiritualité, ou des ouvrages réalisés par des médiums, mais je veux dire, on n'en a pas fait des collections, on a pas spécialement. On a des livres où on a créé, disons, une collection qu'on a appelée Santé pratique, si vous voulez, Oui, mais comme ça, on trouvait ça plus simple de les classer, puisque on est obligé d'avoir un classement pour la distribution. ah oui, Donc on a quelques appellations comme ouais. ça, mais qui c'est pas véritablement des collections. Et est-ce que vous avez déjà été tenté par le phénomène des revues? Non, Ça aussi c'est une chose que vous avez évité oui, j'ai parce qu'il y a des cherché, éditeurs beaucoup d'éditeurs ont été tentés par cette oui, formule. j'avais Vous qui êtes un grand lecteur de revues justement. j'avais cherché un certain moment, mais il y a très longtemps, j'avais été en contact avec des gens qui faisaient de l'alpinisme. Voilà. Et vous voulez créer une revue d'alpinisme? Oui, et j'ai sorti 3 numéros sur les cahiers de l'alpinisme. Ah. Et puis voilà, après ils ont voulu le faire eux-mêmes, et puis ils sont pas allés au-delà du 6e numéro. Oui. Voilà. Mais c'était plutôt que d'en faire une revue, c'était plutôt un livre. C'était un livre les cahiers, c'était donc Oui. un format livre. Oui, voilà, Voilà. oui, c'est Mais ça. ça m'avait tenté beaucoup, parce Mm. que ça me permettait de rencontrer des gens intéressés au faire d'alpinisme et tout, et qui apportaient chacun un point de vue particulier, et surtout dans le domaine ou de la technique ou de la littérature. Et donc ça m'avait passionné. Ouais. Alors, si on peut faire un peu de rétrospective, alors vous savez, vous êtes éditeur depuis très longtemps finalement. Oui, oui, bien sûr, oui. Comment les choses ont évolué entre vos débuts et maintenant? Le marché n'est plus le même, Plus du tout. le sujet n'est plus. Vous pouvez nous dire enfin gros, comme ça à la louche, quels ont été les changements majeurs? Vous nous parlez d'ailleurs de l'astrologie par exemple qui n'a plus Non, non, c'est pas la même chose. Les grands phénomènes, le grand changement, je trouve que beaucoup moins de gens sont venus fréquenter les librairies. Ah oui, d'accord. Et là, il y a deux phénomènes qui viennent là. Des gens qui ont trouvé, je veux dire, de quoi s'informer autrement que par les livres. Et deuxièmement, les librairies en tant que telles se sont fermées dans les centres-villes. Oui. Parce que les centres-villes se sont modernisés, on a créé, vous savez, des stationnements interdits. Il y a eu ensuite des grandes surfaces qui se sont créées à l'extérieur des villes. Et donc les gens sont allés faire leur marché avec un caddie dans les... Et donc maintenant, les grandes librairies, ce sont des librairies extérieures. Vous vous considérez à la fois comme éditeur et comme libraire, enfin, quelque part. Ah, parce qu'on a notre librairie ici, oui. Donc on connaît bien ce qui se passe, et puis surtout on va voir, moi je vais toujours voir des libraires Voilà. et voir des gens pour savoir ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils deviennent, oui, bien sûr. Oui. Ça c'est notre... Alors si vous ne faites pas ça, vous décrochez. Mais alors finalement, donc, qu'est-ce qui a, bon, en dehors de ces questions sociologiques, professionnelles, mais le public que vous dites, on avait esquissé ce problème au début de l'entretien, mais c'est pour le terminer aussi dans ce sens. Qu'est-ce qui a changé dans les mentalités, dans les attentes du public? Les gens sont très... Est-ce qu'un produit que vous ayez lancé il y a 30 ans, aujourd'hui, ça ne serait pas possible de le lancer? Non, c'est plus la même chose. D'abord parce que l'information vient maintenant de toutes parts pour les gens. Et donc, ils n'ont pas forcément besoin du livre. Et donc,
cette recherche d'information, c'est plus le livre qui l'apporte. Mais alors, est-ce que le livre doit changer de nature alors à ce moment-là? Non, il ne changera pas de nature, il va devenir très spécifique pour des gens qui veulent concrétiser une information. Mais je pense que quelque part vous êtes quand même soulagé parce qu'on pouvait penser il y a 20 ans que le livre allait chuter encore beaucoup plus vite qu'il ne l'a fait. Oui. Il va mettre du temps encore pour chuter. Il survit encore beaucoup. Il survit. Dans les salons du livre, voilà. etc., qui sont quand même impressionnants. Oui, c'est vrai, mais tout ça, mais vous voyez bien que même les grands salons du livre baissent considérablement, oui. Bien sûr. Non, parce que on a l'impression quand même que les gens ont besoin de la caution d'un éditeur et que sur Internet, finalement, ils ont l'impression que n'importe qui peut faire n'importe quoi, donc l'éditeur reste une caution. L'éditeur reste peut-être rester une caution, il n'en est pas moins vrai que vous avez maintenant les tablettes et vous pouvez lire un livre sur une tablette. Et donc, le livre va avoir une autre fonction. Oui, mais la tablette, elle est quand même éditée par quelqu'un. Oui, bien sûr. Vous-même, vous allez vous y mettre aux tablettes. Oui, mais bientôt, mais vous aurez peut-être un jour, vous avez des auteurs qui publient leurs livres direct sur Internet. Oui, mais là, la question, ils n'ont pas besoin d'éditeur. Oui, mais alors la question, c'est la rentabilité. Comment est-ce qu'ils se font payer? Ah, ça, la grande difficulté d'Internet, pour l'instant, c'est encore cette question de la gratuité. Oui, tout à fait. Quand on a un objet, on pense que c'est normal de le payer. Oui, et quand on est sur Internet... on pense que tout est gratuit. Oui, et ça, c'est très décourageant. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est ce qui sauve, effectivement, les gens qui vendent des objets. Vous êtes entendeur d'objets. On vend encore des objets, bien sûr, tout à fait. Exactement. Des objets, avec tout ce que ça peut représenter. Alors, justement... la présentation extérieure, vous y veillez. Est-ce qu'il y a un style, il y a un design fermant la norme? Non, il n'y a pas de design fermant la norme. Mais on s'attache énormément aux couvertures des livres. Oui, tout à fait. C'est un facteur important. Et alors alors finalement, est-ce que vous avez est-ce que vous avez est-ce qu'il y a eu des coûts importants dans votre carrière? Non, pas spécialement. Non, on a plutôt des ouvrages. On a plutôt des ouvrages de fond, ce qu'on appelle les ouvrages de fond, qui se vendent régulièrement sur 20 ans, 25 ans. Oui, tout à fait. Oui. Ne croyez pas à l'ouvrage qui va avoir un destin exceptionnel. Non, non. Va faire un tabac. C'est pas dans mes espérances non plus. Non, je pense plutôt à constituer un fonds d'édition avec des ouvrages dont on va justement faire perdurer les recherches des auteurs. Voilà, c'est ça le métier d'éditeur. Et vous envisagez déjà une transmission à vos enfants? Oui, bien sûr, mais dans quelques temps, oui, pas avant. Mais enfin, c'est prévu qu'il y ait une génération suivante qui va prendre le relais? On en parle, comme on dit, voilà. Oui, d'accord, ouais. Non, parce que ce serait dommage que ça serait la troisième génération. Oui, voilà, on va voir ça, oui, bien sûr. On vous le souhaite, on souhaite qu'à la fin du XXIe siècle, il y a encore, les éditions Lanor et Sorlo qui soient sur le marché. On regardera ça, on verra ça. Merci beaucoup. Je vous en prie.